Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Vous écoutez UFO Conscience, l'émission 100% OVNI qui est là pour vous informer le plus sérieusement possible. Cette liberté que j'ai depuis la création de ce programme, je la dois aux auditeurs qui financent UFO Conscience. En effet, c'est grâce à eux si l'émission existe encore. Je vais donc remercier pour le mois dernier ceux qui ont fait des dons. Merci à Olivier R, Philippe L, Ernest T, Alain L, Agnès G, Guillaume G, Eddy R, Ludovic T et tous les autres fidèles auditeurs qui soutiennent l'émission. Encore une fois, un grand merci. Je sais qu'à chaque fois, je dois me répéter, mais c'est important de le rappeler. UFO Conscience est une émission indépendante qui existe uniquement grâce à vos dons. S'il n'y a pas assez de financement pour pouvoir continuer l'aventure, il y a de grandes chances pour qu'un jour l'émission s'arrête purement et simplement pour un temps indéterminé, car je n'aurai plus le choix, comprenez bien. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'ouvrir un nouveau compte Tipeee qui va permettre aux auditeurs qui aiment UFO Conscience de soutenir activement mes productions chaque mois et ainsi permettre à ceux qui le veulent de me faire un tips, c'est-à-dire un pourboire. Grâce à vos contributions, je pourrai m'acheter du nouveau matériel de meilleure qualité, c'est-à-dire un PC, micro, logiciel, etc., les abonnements pour SoundCloud, et surtout faire exister UFO Conscience avec le temps que je lui consacre. Tipeee est aussi un super moyen d'entrevoir un avenir plus sûr pour l'émission, en s'engageant chaque mois à partir d'1 €, qui n'est même pas le prix d'un café. Imaginez par exemple que sur les plus de 10 200 abonnés YouTube, il y aurait disons un tiers des auditeurs qui donneraient 1 € chaque mois. Ça ferait que je ne serais plus obligé de tout le temps parler des dons et de l'avenir de l'émission. Donc si le cœur vous en dit et qu'UFO Conscience est important pour vous, le lien Tipeee est en dessous de la vidéo. Sinon, il reste toujours le don unique via PayPal, que vous pouvez faire également si vous ne voulez pas créer de compte Tipeee. Tous les liens sont en dessous de la vidéo pour soutenir votre émission. Voilà, merci d'avance. L'émission de ce soir a été faite de justesse avec Jean Librero pour vous donner du contenu pour vos vacances, et quoi de mieux que de parler des Amérindiens qui ont depuis la nuit des temps une dévotion envers ce qu'ils nomment comme étant le peuple des étoiles. Étoiles que vous pouvez observer au calme pendant l'été et qui ne laissent personne de marbre quant à ce merveilleux spectacle que nous offre l'énergie créatrice de l'univers. Jean, bonsoir. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Comment vas-tu déjà ? Très content Olivier, cette émission. Je te remercie de m'avoir invité pour présenter le livre de Hardy Six Killer. C'est une joie, bien sûr, pour moi et puis j'espère pour tous les spectateurs d'UFO Conscience, parce que cela vaut le détour, je dirais, bien sûr. Alors avant de commencer cette émission et de parler justement du livre de la mer Indienne, Hardy Six Killer, que tu as traduit, je vais te laisser te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Oui, on va me présenter. Écoute, je vais pas raconter toute ma biographie. Je suis né en 58, donc je suis pas un jeune homme. Je suis né dans les Alpes, à Chambéry. Disons que je travaille comme traducteur depuis un certain nombre d'années. J'ai été traducteur juridique et judiciaire. J'ai été expert à la Cour d'appel de Paris jusqu'en 2015. Traducteur et interprète. Donc je fais beaucoup de traductions juridiques et judiciaires, commerciales, tout ce qu'on appelle la traduction assermentée, pour les gens qui savent ce que ça veut dire. Et les traductions évidemment aussi confidentielles, comme tout ce qu'on appelle la traduction assermentée, pour les autorités judiciaires, entre autres, et pour les privés aussi. Interprète. Sinon, j'ai commencé un travail de traducteur d'édition dans l'ufologie en 2014. J'ai connu Lawrence Spencer, l'auteur de Alien Interview. J'ai connu en 2013 et j'ai fait un accord avec lui pour traduire Alien Interview, donc qui est publié en 2014 effectivement. C'est un livre qui était publié en anglais en 2010 et paru en 2014 sous le titre Entretien avec l'Alien aux éditions Lulu. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès populaire
Mais voilà, le livre a été piraté pour différentes raisons que je ne développerai pas ici. Mais dans tous les cas, c'est un livre très très intéressant que je recommande aux gens, aux chercheurs sérieux, comme tu revendiques le travail sérieux sur l'ufologie. Eh bien, d'après moi, cher Olivier, puisque je dis cher Olivier parce que je veux que les spectateurs sachent qu'Olivier Seona, c'est un ami pour moi, quelqu'un qui n'a pas toujours les mêmes approches de l'ufologie et d'autres sujets, mais que je respecte beaucoup parce que justement, Olivier Seona est respectueux. Et je te rappelle que nous avons fait une interview justement sur le livre de Alien Interview de cet écrivain. On avait fait cette belle interview qui a apparemment plu aux auditeurs. Donc voilà. Oui. Tu auras toujours des personnes qui vont prendre ça au sérieux et d'autres non, mais c'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie, tout simplement, quoi. Et tu as traduit d'autres livres aussi, hein. Oui, donc ce livre, je dirais qu'il est tout à fait d'actualité. On en parle de plus en plus actuellement. Peut-être que tu n'as pas suivi ça, Olivier, mais il y a une actualité du livre Alien Interview ou Entretien avec l'alien. C'est très suivi. On pourrait en parler longuement. Mais disons qu'à part ça, effectivement, j'ai traduit Rencontre avec le peuple des étoiles d'Ardissi Skiller, publié en décembre 2016, ce livre. Puis j'ai traduit 4 livres par la suite, donc dont Donald Schmitt et Thomas Carey, qui sont les spécialistes incontestés, disons, ou incontestables de l'affaire Roswell, contrairement à ce que pensent beaucoup de nos soi-disant ufologues ou soi-disant spécialistes français, qui sont très souvent des ignorants. Les chercheurs sur Roswell, mon cher Olivier, et chers auditeurs, chers conscients, les chercheurs sur Roswell, c'est pas Pierre Lagrange qui n'est absolument pas un connaisseur de l'affaire Roswell. Bonjour Monsieur Lagrange, je confirme que vous ne connaissez pas l'affaire Roswell. Les chercheurs sur Roswell sont Donald Schmitt, Thomas Carey, Kevin Randle, Stanton Friedman et un très peu nombre d'autres. Et en France, nous avons Gildas Bourdet que j'ai reçu dans l'émission. Gildas Bourdet est un chercheur français que tu connais bien. Je n'ai pas cité Gildas Bourdet parce que Gildas Bourdet n'est pas un chercheur en tant que tel. C'est un chercheur français qui a voyagé aux États-Unis, qui a rencontré des chercheurs de terrain, qui a assisté à des grands congrès internationaux. Donc c'est un chercheur éminent. Il y en a très très peu en France. Mais il y a la différence entre chercheurs qui consultent, qui lit des livres, qui fait des entretiens avec des vrais chercheurs de terrain et un chercheur de terrain. Gildas Bourdet n'est pas un chercheur de terrain, mais c'est le meilleur spécialiste français sur Roswell. Disons que je dirais qu'il n'y en a pas d'autres en France. Mais il faut néanmoins, ce que je veux dire, distinguer quelqu'un qui est un érudit et qui a étudié les meilleurs chercheurs, les meilleurs auteurs, les meilleurs ouvrages, les meilleures sources, et un chercheur de terrain. Et ça, c'est une notion que l'on ne connaît peut-être pas ici en France. On ne sait même pas qui a fait des recherches sur Roswell, puisqu'on ne connaît même pas le nom de Donald Schmitt, cher Olivier. Voilà la grande différence. Et il est bon de préciser que celui qui a fait redécouvrir cette histoire de Roswell n'est autre que Stanton Friedman, que j'ai reçu, que j'ai déjà enregistré en émission, et qui va sortir, qui sera diffusé en septembre à la rentrée. Tout à fait, parfaitement. Je te félicite, je te remercie en mon nom propre et au nom de tous les auditeurs présents et futurs du Faux Conscience et d'autres médias. Vraiment, bravo Olivier, parce que tu es l'un des seuls à avoir reçu, tu es le seul, je pense, à avoir reçu Stanton Friedman sur un média actuellement, et évidemment qui mérite, et évidemment que ça ne peut que secouer la léthargie qui règne sur ce milieu ufologique français, hein. Ça c'est incontestable. J'ai entendu tellement de gens qui me disent ouais, il faut pas trop parler des Américains, on n'a pas besoin des Américains, comme si vraiment tout allait bien dans le village gaulois, comme je le dis souvent, Olivier, hein. Le thème du parc Astérix, le thème d'Astérix et Obélix est une image forte, hein, c'est-à-dire on sort pas du village, et ce qui est en dehors du village, ce sont des gens pas gentils, ce sont des Romains, il faut les éviter. Stanton Friedman, effectivement, Olivier, comme tu viens de le dire, Stanton Friedman est celui qui a rencontré Jesse Marcel en 1978, donc en Louisiane, où Jesse Marcel était retraité de l'armée de l'air, de l'Air Force,
Et un concours de circonstances a voulu que Stanton Friedman, qui faisait des conférences ufologiques, si je me trompe pas, eh bien, a eu l'occasion de rencontrer ce monsieur que personne ne connaissait. Et Jesse Marcel lui a confié son expérience, etc. Et c'est comme ça qu'est ressorti le dossier Roswell. Effectivement, il n'y aurait pas, je parlais tout à l'heure de Donald Smith, de Thomas Carey, de Kevin Randall, qui sont des chercheurs éminents, et il n'y aurait jamais eu le travail de Kevin Randall ou de Donald Smith s'il n'y avait pas eu Stanton Friedman. Donc encore une fois, je te disais tout à l'heure, bravo UFO Conscience, Olivier de Sedona, et merci Stanton Friedman pour toute votre œuvre. Hein. Ça, c'est incontestable. Pourquoi est-ce qu'on parlait de cela? Eh bien oui, disons que après cela, eh bien disons que ça s'est passé en 78 et Donald Smith, lui, a commencé son travail d'abord pour le CUFOS, pour le Center of UFO Studies de Allen Hynek. Il a commencé en 86, je crois, 86-88, et le premier livre de Donald Smith avec Kevin Randall date de 92. Donc on est 14 ans après la rencontre entre Stanton Friedman et Jesse Marcel. Donc à ce moment-là, il faut savoir que le travail sur Roswell, c'est un travail de fond, c'est un énorme travail de fourmi de recherche. Donc comment dire qu'on n'a pas besoin des Américains dans ce contexte-là, et comment ne pas connaître les noms de Kevin Randall, de Donald Smith et de Thomas Carey? Évidemment que ces noms sont dans la bibliographie de Gilda Bourdet, si on lit attentivement, et le problème c'est que les gens lisent superficiellement. Gilda Bourdet, en tant que chercheur très sérieux, effectivement, cite toutes ces sources, et ces bibliographies sont très nourries, et ce sont des centaines de livres que Gilda a compulsés. Mais en l'occurrence, les chercheurs de référence sont Stanton Friedman, Kevin Randall, Donald Smith, Thomas Carey. Il n'y en a pas d'autres. Donc tous les gens qui parlent de Roswell, eh bien, soit ils se confrontent au travail de Smith, de Randall, de Carey, d'abord Friedman, ou pas. Mais s'ils ne se confrontent pas au travail de Stanton Friedman, de Thomas Carey, Donald Smith, ou Kevin Randall, leur travail ne vaut pas pipette, ne vaut zéro. Parce que ce sont eux qui ont fait le travail pendant 15 à 20 ans. Et là, tu parles de chercheurs que nous avons reçus et que tu as traduits pour UFO Conscience. Oui, effectivement, et encore une fois... Et il y a aussi ce livre que tu as traduit là avec Aztec, le crash d'Aztec, qu'on a reçu aussi les écrivains, les auteurs de ce livre. Oui, Aztec, oui, tout à fait. J'en ai parlé d'ailleurs avec Gilda Bourdet, qui est... Bon, je dirais pas qu'il est sceptique face au dossier Aztec, disons qu'il considère que c'est un dossier quand même édifié, mais qui est moins solidement édifié que le dossier Roswell. Ce pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Nous avons largement débattu là-dessus. Mais en l'occurrence, l'un des documents accessibles en français très utile, effectivement, c'est l'interview que nous avons réalisée avec toi, Olivier, l'interview de Suzanne et Scott Ramsey et de Frank Thayer, donc les auteurs du livre de 2015, Aztec UFO Incident, qui a été traduit, que j'ai traduit, qui est publié donc en juillet 2017. Effectivement, c'est un dossier très établi, quoi. Tout à fait très documenté, même s'il est moins connu que Roswell en France. Voilà, des livres qu'on peut retrouver aux éditions Atlante, c'est ça, hein? Édition Atlante, oui. Voilà. Et puis qu'on peut trouver à la Fnac, je suppose, un peu partout, Amazon, toutes ces choses-là. Oui, Amazon. Je pense qu'à la Fnac, maintenant, il faut les commander parce qu'ils sont peut-être pas disponibles, mais oui, tout à fait. Vous pouvez les commander sur le site d'Édition Atlante aussi. Voilà. Alors, je pense qu'on peut commencer cette émission, concernant ce livre, Le peuple des étoiles, d'Hardy Six Killer. Peux-tu nous faire une courte présentation de l'auteur? Hardy Six Killer est une Amérindienne, une femme amérindienne. Elle est métisse, enfin pas métisse, elle est de parents de deux ethnies, Cherokee et Choctaw. Et elle est mariée avec un Amérindien également, qui est un Lakota. Lakota, ce sont les Sioux, c'est l'ethnie principale des Sioux, donc
des plaines du Nord, hein, comme on dit. Elle vit également précisément dans les territoires traditionnels des Sioux, hein, Lakota, c'est-à-dire elle vit dans le Montana. Montana, c'est tout État du nord des États-Unis, donc hein, frontalier avec le Canada. Elle vit entre Helena et Bozeman, qui sont tout près. Bozeman, c'est tout près de Yellowstone, hein, le fameux parc de Yellowstone, le super volcan de Yellowstone, qui menace de se réveiller très régulièrement. Et Hardy Seskiller a été enseignante à l'université d'État du Montana. Elle était chargée de programmes d'insertion, de réinsertion pour jeunes en désocialisés, en besoin de réinsertion, et pour adultes en besoin de formation. Donc elle voyageait régulièrement dans toutes les réserves indiennes, non seulement au Montana, mais dans les États frontaliers et dans d'autres États plus éloignés aux États-Unis. Et c'est à cette occasion qu'elle a été confrontée à ce thème, hein, le thème de ce livre, hein, les Star People, les ancêtres, les peuples des étoiles. Pour commencer, tu pourrais nous expliquer dans le détail ce que sont maintenant les Star People pour les Amérindiens. Ce que sont les Star People pour les Amérindiens, effectivement, on trouve le thème du livre, effectivement, renvoie à une tradition, à des traditions, à un savoir, ou ce qu'on appelle une tradition chez les peuples amérindiens. Effectivement, c'est le lien avec des peuples stellaires. C'est-à-dire c'est cette légende, cette mythologie ou cette croyance comme quoi les Amérindiens ne sont pas originaires de la Terre, mais sont originaires d'autres planètes, d'autres systèmes stellaires ou d'autres cultures stellaires ou galactiques. Et donc, ce thème qu'on entend souvent, les starseed ou starseed, semences d'étoiles, donc ce qui veut dire que toute vie sur Terre a été ensemencée depuis le ciel, hein, depuis les étoiles, depuis le cosmos, depuis les galaxies. Donc l'idée qu'on aurait une origine stellaire, en tout cas les Amérindiens auraient une origine stellaire. Alors on entend très souvent, comme tu le sais, dans toute cette thématique hein, sur le monde amérindien, culture amérindienne, sur les Pléiades, hein, cette constellation des Pléiades qui est citée dans toutes les cultures hein, primitives, hein, tu le sais, hein, anciennes, que ce soit l'Égypte ou les cultures précolombiennes, mais également sumériennes ou autres, hein, les Pléiades ou d'autres systèmes stellaires. Oui, Star People, tout simplement, les peuples des étoiles. Et c'est très vaste, comme tu viens de le faire remarquer. Alors, Jean, que contient ce livre? Vas-y, comme je sais que tu as beaucoup de notes, tu voudrais commencer par quoi? Bon, si tu veux, dans le livre, il y a plusieurs thématiques. Principalement la thématique classique, effectivement, peuple des étoiles, donc des ancêtres qui sont là, bienveillants ou qui surveillent les gardiens, etc. Disons que il y a ce thème-là qu'on va développer, hein, les ancêtres, peuple des étoiles. Et puis il y a d'autres aspects qui sont complètement différents. C'est des thèmes qui sont liés aux enlèvements, aux abductions et également aux mutilations animales. Et puis les incursions sur les sites militaires, bon, qui sont peut-être d'ailleurs reliés, qui sait, à ce qu'on appelle les peuples des étoiles. Hein, je n'en sais rien. Mais disons que des aspects plus sombres, si tu veux, de l'expérience contemporaine, ce qu'on appelle classiquement hein, l'ufologie, les extraterrestres et tous les aspects moins lumineux, si tu veux, que ce que décrit la tradition des Amérindiens. Donc, pour commencer sur les Star People eux-mêmes, par quoi est-ce qu'on peut commencer? Par exemple, comment lui est venue cette idée de d'écrire justement un livre sur les Star People? Pourquoi elle a fait ça, Hardy Seskiller? C'est-à-dire que Hardy, elle a été confrontée à des récits au cours de ses voyages, si tu veux.
au cours de ses séjours dans les réserves, eh bien, elle était confrontée à des récits tout à fait inattendus qui l'ont renvoyé à ses expériences d'enfance, de jeunesse, donc ce qui était raconté aux enfants dans les réserves, etc. Les récits traditionnels, hein, comme nous aussi à l'époque, on avait des histoires, des légendes, etc. Enfin, bref. Mais qu'elle avait peut-être oublié ou pas trop pris au sérieux en mûrissant, en grandissant. Donc, elle était reconfrontée à ces histoires de Star People à travers les témoignages d'expériences de gens autour d'elle, hein, tous les gens qu'elle a pu rencontrer dans ses séjours dans les réserves. Est-ce qu'elle a été témoin elle-même d'ovnis ou de choses, d'expériences étranges, expériences paranormales, des choses comme ça? Ben, je ne crois pas. D'après ce que j'ai vu dans le livre, je ne crois pas qu'elle-même ait été témoin. Elle a eu une expérience, je me souviens, pas une expérience de contact avec des extraterrestres ou de rencontres rapprochées, comme tu dis, personnelles, directes. Mais par contre, il y a un épisode qui est dans les premiers chapitres du livre. C'est un policier qui était en congé avec sa femme et ils ont fait une observation que je raconterai peut-être tout à l'heure, mais entre autres, il a perdu son arme de service dans cette observation. Et son arme de service a été retrouvée. Apparemment, lui et sa femme ont été victimes d'un temps manquant. Ils auraient donc été victimes probablement d'une abduction. Oui, le fameux missing time. Le missing time, ouais, le temps manquant. Ils ont vécu le temps manquant, ils s'en sont rendus compte. Par contre, je crois pas qu'ils ont fait des régressions hypnotiques, mais ils ont constaté cela. Beaucoup de choses, c'est lié aussi à un contexte de mutilation animale, hein, dans les mondes animaux et de mutilation animale. Ça, c'est l'aspect sombre qu'on peut trouver dans le livre. Et finalement, lorsqu'il a perdu sa arme de service, ils sont retournés sur le site dans des circonstances qui seront précisées. Et bien, ils ont retrouvé son arme et le canon était fondu, tu vois, totalement fondu. Donc, inutilisable, tu vois. Alors, comment est-ce qu'on peut fondre un pistolet de service appartenant à un policier au point que le canon est entièrement oblitéré par une fusion? Ça paraît incroyable. Et dans le livre, Hardy précise qu'effectivement, elle a tenu dans les mains l'arme que l'homme qui s'appelait Tim lui a présentée et qu'il conservait sous le siège de son pick-up, de sa camionnette, et qui n'était pas une arme de service qui appartenait à l'unité de police, mais qui est une arme privée. Donc, il n'a jamais eu à la restituer, et ce qui le satisfaisait parce qu'il n'a jamais témoigné à ses autorités donc policières son expérience, peur de perdre son emploi, bien entendu, ou de mettre sa carrière en péril, en tout cas. Et effectivement, apparemment, enfin, ce que dit Hardy, c'est ce qu'elle a tenu dans les mains, cette arme. Donc, c'est quand même une expérience directe non pas de rencontre approchée, mais d'un objet témoin, d'un indice concernant un épisode de contact rapproché. Disons que c'est une des choses qui a fait en sorte que ce livre que ce livre existe, hein. C'est ce qui l'a poussé à écrire ce livre. Disons que c'est une des expériences pour laquelle elle a écrit ce livre. Je ne dirais pas ça comme ça, mais disons que ça l'a fait pousser, certainement ça l'a encouragé à travailler, mais ça faisait très longtemps qu'elle était sur ce dossier. Hein. D'accord. Elle est sur ce dossier elle a travaillé pendant une vingtaine d'années. Elle a voyagé dans tous les États des États-Unis, au Canada, en Alaska, en Amérique centrale, Mexique, Honduras, Guatemala, également en Amérique du Sud, également dans le Pacifique, en Nouvelle-Zélande et Australie. Donc, tu vois, c'est un très 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 gros travail de fond. Bon, par quoi est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer par exemple, l'épisode d'Harrison, par exemple. Harrison, c'était donc, ça s'est passé. Harrison, c'est un personnage, un individu qui était enfant en 1945. Et il vivait avec son grand-père. Il passait plutôt les étés avec son grand-père parce que ses parents travaillaient en été. C'était un Indien donc sur les réserves et il passait l'été avec son grand-père en 1945.
Ça s'est passé dans les plaines du Nord, hein, donc dans le Montana, tous ces États-là, Dakota, Wyoming. Et en fait, c'est un crash. Mon grand-père a été témoin d'un crash. Donc 1945, évidemment, c'est 2 ans avant Roswell. Et c'est un épisode qui n'est jamais mentionné. Donc je considère que c'est aussi l'intérêt de ce type de livre, c'est qu'on affleure des événements sur lesquels il n'y a eu aucune publicité, ce qui laisse suggérer effectivement qu'il y a peut-être eu quantité d'autres événements, épisodes, incidents ufologiques, disons, qui n'ont jamais été mentionnés et dont certains affleurent justement à l'occasion de l'enquête d'une femme qui est professeure d'université et qui n'a jamais pensé auparavant qu'elle allait faire une enquête de type ufologique. Donc là, ça se passe en 1945, donc au Montana, et donc l'engin apparemment était mesuré 20 mètres de long, c'était une type de cylindre, et il se serait crashé sur la propriété donc d'un Amérindien dans une région très très désertique. Parce qu'encore une fois, on se pose des questions, mais il faut savoir que les États-Unis c'est très très vaste, il y a des régions, des réserves qui sont pratiquement désertes, très peu peuplées. Et alors c'est toute une aventure là, l'épisode qu'a vécu Harrison avec son grand-père. Donc ce serait un objet qui se serait crashé. Et le grand-père d'Harrison donc a vu l'objet, il connaît très très bien le territoire de la réserve évidemment. Et en s'approchant, donc il a identifié cet objet. Eh bien, ce sont des êtres qui étaient là. Apparemment, il y aurait eu 14 entités qui étaient très grands, blonds, qui mesuraient... son grand-père apparemment mesurait 1m80, ils étaient beaucoup plus grands que son grand-père, donc ce qui veut dire qu'il mesurait environ 2m10, il avait les cheveux blonds, je te rappelle que tu as fait une émission avec Charles Hall. Et effectivement, Charles Hall, donc, j'ai traduit cette émission, tu te souviens, Olivier? Oui, les fameux Tall Whites. Oui, les fameux Tall Whites, c'est une des premières émissions que j'ai traduit pour UFO Conscience. Je te félicite encore pour cette très très belle émission que j'invite les auditeurs d'UFO Conscience à écouter et réécouter, parce qu'on n'a pas fini d'entendre parler des Tall Whites, et ça revient, ou voilà. Ça reviendra en tout cas en force. C'est en tout cas ma conviction d'étudiant en ufologie, comme nous sommes tous. Mais donc la série Millennial Hospitality, le site de Charles Hall avec ses 5 livres. Un homme qui a consacré sa vie donc à la divulgation, si l'on peut dire, sur la présence des Tall Whites autour de la fameuse base 51, donc dans le Nevada. En tout cas à cette époque. Je ne sais pas si Charles Hall affirme que les Tall Whites ont encore des bases actuellement dans le Nevada, mais là on est dans les années 60 en tout cas. Mais la manière dont décrit le grand-père de Harrison décrit les grands blancs, effectivement ça fait beaucoup penser aux Tall Whites. Il décrit à un moment donné que leur peau est tellement blanche qu'elle est presque transparente. Alors Harrison se demande ce que son grand-père voulait dire. Mais ça m'a fait penser effectivement que dans notre entretien, je crois que Charles Hall avait signalé cela aussi, que leur peau était tellement fine qu'on pouvait voir les organes internes. Translucide, oui, effectivement, il avait parlé de ça, il avait aussi parlé de ça. Ouais. Ah ouais, tu t'en souviens bien, Il y a des similitudes entre ce témoignage que tu viens de décrire et le témoignage de Charles Hall, effectivement. Oui, voilà, c'est bien ce que je voulais m'assurer parce que je n'ai pas eu le temps de le réécouter. Mais effectivement, c'est ça, translucide, comme si on voyait le système veineux, le système sanguin, etc. Donc, il y a vraiment les similitudes, ce qui veut dire que nous sommes en 1945, ce qui suggère que s'il s'agit de cela, les Tall Whites, s'ils existent évidemment, si le témoignage de Charles Hall également est authentique, en tout cas, les Tall Whites auraient été présents dès 1945, non pas dans les États du Sud, Nevada, etc., du Sud-Ouest, mais carrément dans le nord des États-Unis, au Montana, tu vois. Ça fait poser des questions, voilà. On peut pas penser à la place des auditeurs, mais voilà, implicitement, ça, si on relit les dossiers, ça suggère beaucoup de choses. Apparemment, ils étaient au nombre de 14, les extraterrestres.
Le petit-fils a pu rentrer dans certaines circonstances, je ne vais pas développer, sinon je parlerai de rien d'autre de ce livre. Mais il y aurait eu 17 sièges dans le vaisseau. Et ça m'a fait penser au Crash d'Aztec, le livre que j'ai traduit de Scott Ramsey, et effectivement dans lequel il y aurait eu 16 entités. Tu vois, qui n'étaient pas par contre des tall whites, qui n'étaient pas des grands blonds, qui étaient des petits hommes. Donc tu disais, ce cas-là est passé inaperçu à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune enquête de fait, aucune trace au sol, rien du tout. Toute cette affaire repose uniquement sur 2 témoignages, c'est ça? Eh ben non, apparemment, Ou oui, 2 un témoignages. seul témoignage ou 2? Tu disais le grand-père. Ben oui, mais le grand-père est décédé, donc Ah, voilà. Donc ça a été repris par le petit-fils, c'est ça ou là? Oui, le petit-fils qui a été rencontré par Ardis Killer, je crois, en 2007. Voilà, donc il est important quand même de préciser aux auditeurs que tout cela repose sur un seul témoignage. On est bien d'accord, Jean? Mais oui, bien sûr, mais c'est cela aussi l'intérêt. Quand on dit d'un seul témoignage, il faut souligner, Olivier, oui. qu'on n'est pas simplement en train de dire parce qu'il y a un seul témoignage, eh ben c'est très léger, c'est très fragile. Oui. Ce n'est pas une critique, c'est simplement qu'il faut le préciser aux auditeurs parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont très influençables. Ça, il faut aussi le dire, Jean. Il ne faut pas oublier ça. Il faut être quand même... Non mais, moi je fais tu vois, Jean, je suis désolé, mais moi je fais de l'ufologie sérieuse. Je fais pas de l'ufologie, tu vois, de neuneux, tu vois, qu'on va croire qu'il y a des bisounours qui sont là pour nous aider et compagnie. Non mais tu vois, moi je suis pas comme ça. Donc, qu'on soit bien d'accord, et c'est rien, c'est pas une critique, c'est simplement que ça repose sur un témoignage, et c'est bon de le dire, c'est bon de le rappeler. N'ayons pas honte, n'aie pas honte de le dire, Jean, c'est tout. Non mais je vais te dire mon raisonnement, et après, on arrêtera là. Mon raisonnement, Olivier, ce que j'étais en train de te dire là, c'était tout simplement que, en fait, c'est que justement l'intérêt, une manière dont on peut écouter ce type de dossier ou de témoignage ou d'épisodes ou de récits, récits qui se trouvent dans un livre, évidemment, parce que finalement c'est d'un livre avec un récit, un auteur qui cite ses témoins qui sont anonymes en plus le plus souvent. Ouais. En plus là, tu disais, c'est un jeune homme, quelqu'un qui était un jeune homme en 45, donc 50 ans après. Donc effectivement, ce sont des indices, disons faibles. Quelque part, on peut toujours retourner les raisonnements. On peut se dire, tiens, on n'a aucune preuve ni dans un sens ni dans un autre. On peut très bien dire, on n'a pas de preuve de Roswell ou de Aztec ou autre que ça, mais aussi on n'a pas de preuve que ce n'est jamais arrivé, tu vois. Donc la question peut toujours se retourner, comme tu le sais très bien. Mais là, en l'occurrence, il s'agit, on peut très bien retourner l'argument en se disant, Ardis Killer est sincère, son témoin est sincère, c'est pas un affabulateur, mais on peut faire cette hypothèse, et à ce moment-là, ça veut dire, effectivement, il y a peut-être quantité d'autres cas comme cela qui ne sont jamais sortis. Parce que de toute façon, l'armée, la police, le FBI ne vont jamais divulguer ces choses-là. Et s'il n'y a pas une enquête ou s'il n'y a pas une volonté des gens de prendre le risque et d'alerter la presse qui elle-même est sous contrôle de toute façon, et l'histoire sera ridiculisée, etc. Et quantité d'épisodes qui peut-être étaient authentiques et n'ont jamais affleuré. Bon, alors on était où? On était avec l'affaire Harrison, ouais. Ben, si tu veux, effectivement, donc, il était avec son grand-père. Son grand-père a vu le vaisseau. Il y a un épisode qui est très intéressant dans le récit, c'est que le vaisseau, en vérité, il s'est dissimulé dans la roche. Il a fait une fissure, une faille sur le terrain désertique. Il a heurté cette butte en l'occurrence, mais c'est un peu enfoncé, mais il s'est dissimulé avec de la roche, avec des poussières, donc comme s'il a soulevé des poussières, ou comme s'il a suscité une forme de dissimulation, quoi.
Ce qui fait qu'il était pratiquement indiscernable dans le paysage. Ça paraît surréaliste, évidemment, ça paraît fantastique ou fantaisiste, mais c'est ce que dit donc le petit-fils ce que dit Harrison donc. Et il dit ce qui est très étonnant d'après mon grand-père. Le grand-père considérait le vaisseau comme un organisme vivant capable d'auto-réparation. Voilà, comme si l'objet était capable de transformer son enveloppe extérieure, si tu veux, de manière à se fondre dans l'environnement et apparaître indétectable, et recouvert de pierres, donc supposément que l'objet aurait capté dans l'environnement naturel, tu vois. C'est quelque chose de très étonnant. Mais ça nous fait penser, je sais pas si tu te souviens de ce que disait Bob Lazar. C'est exactement ce que j'étais en train de livre. penser dans la S4 au sein de la zone 51. Il disait aussi, il témoignait que l'objet semblait être vivant, l'OVNI. Comme tu viens de dire là. Oui, ce thème-là d'un organisme vivant. Effectivement, c'est ça. En langue anglaise, on trouve beaucoup d'exemples de ce type sur YouTube. Et effectivement, comme tu le sais, la question souvent, c'est qu'on n'a pas beaucoup de documents. On a beaucoup de documents grâce à pas mal de sites, entre Stop Mensonge et d'autres, mais c'est quand même une goutte d'eau par rapport à tout ce qui. Donc Bob Lazar, effectivement, mais il y a également un ingénieur qui est moins connu en France, qui s'appelle David Adair. Et David Adair a travaillé également à la S4, Adair, A-D-A-I-R, si les amis, les auditeurs veulent rechercher, David Adair, A-D-A-I-R. Alors en français, je peux pas dire qu'est-ce qu'on trouve, mais c'est très très intéressant. Et lui-même a touché un des vaisseaux dans la zone 54, c'est pas la zone 51, ça se trouve derrière la zone 51, le fameux S4. Le fameux S4. Et oui. Alors cette personne, tu disais, elle dit avoir travaillé donc là-haut à la zone 51, un Français qui aurait travaillé là-bas. Pour quelle raison un Français? Est-ce qu'il le dit ça? Non, Olivier, ce n'est pas un Français. Je dis, si on trouve des documents en français, je ne sais pas s'il y en a en français. S'il y a beaucoup de textes en français sur Internet concernant David Adair, mais en anglais, on trouve beaucoup de choses. C'est quelqu'un dont l'identité est confirmée. Il a été invité dans beaucoup de congrès internationaux. David Adair. C'est un monsieur âgé maintenant. Est-ce qu'il a fait des interviews, des choses comme ça en France? Pas du tout. Ben non, tu sais très bien qu'ici en France, on ne connaît pas les c'est vrai que oui. Voilà. C'est bien le problème. Et donc, heureusement qu'il y a UFO Conscience, entre autres, pour ça. Espérons que d'autres médias prendront ce type d'initiative. Non, Adair, c'est un Américain qui était très jeune. C'était quelqu'un qui avait des dons très précoces. Il a été intégré dans des programmes secrets dès l'âge de 17 ans. Bon, écoute, j'ai jamais entendu parler de ce nom. David Adair, ça me dit rien du tout. Voilà, David Adair explique qu'il a touché l'objet, l'enveloppe de l'objet, et que l'objet réagissait à ses émotions et que l'objet se colorait, toutes sortes d'ondes colorées, lumineuses, et qui réagissait avec ses émotions. Témoignage identique à celui de Bob Lazar en fin de compte. C'est vrai que tout à fait. Il y a du copier-coller là-dedans. Fait, Donc voilà. Ensuite. Alors il raconte que quelques mois après, donc ça se passait donc en fin 44, donc en novembre 44, et en avril 45, un vaisseau est venu récupérer l'équipage de 14 grands blancs, supposément des tall whites, tu vois. Voilà. C'est un récit ufologique classique, si tu veux, que l'on trouve dans ce livre. Alors, qu'un vaisseau aurait récupéré cet équipage, ça, c'est toujours le petit-fils qui raconte ça. Comment ils ont su ça? Comment ils ont su ça, qu'ils ont été récupérés? Tu vois, rien que cette question-là, vas-y.
Parce que son grand-père, c'est son grand-père qui lui a fait le récit, qui a assisté à cela, et je crois que Harrison l'a vu lui-même. Hein. Je me rappelle plus évidemment comment c'est présenté dans ce chapitre, je l'ai plus en tête là, mais ils ont assisté à cela, l'arrivée du vaisseau qui a récupéré donc les 14 entités. Et qui ont pris congé du grand-père, qui sont venus le saluer. Donc c'était avant plus de qu'une partir. rencontre du troisième type, là c'était vraiment un contact direct, c'était carrément des connaissances, quoi, puisqu'ils ont vu l'équipage qui est reparti, tout ça. On peut s'imaginer qu'il y a eu plus qu'un simple contact. Il y a eu des échanges. Oui. On pourrait s'imaginer ça. Enfin, Si- d'après le témoignage, Oui, je parle oui. d'après le témoignage. Ouais. Oui, c'est ce qui est, C'est ce qu'il dit, c'est c'est ce qu'il suggéré, dit, ouais. ouais. Effectivement, ouais. Oui. Alors concrètement, par exemple, le grand-père dit à, à, à Harrison, donc qui était un gamin de 12 ans, que il voyait de temps en temps les êtres et qui disparaissaient à l'instant où ils avaient identifié la présence du grand-père, tu vois. Ça, c'était pendant les premières semaines, le premier mois de l'épisode, tu vois. Et par contre, au bout d'un certain temps, ils ne se dissimulaient plus. C'est-à-dire, ils étaient capables de disparaître à l'instant. Voilà. De plus du tout être visibles dès qu'ils avaient identifié et détecté la présence d'un humain, en l'occurrence le grand-père. Mais par la suite, c'est créé une sorte de climat de confiance qui fait que, comme c'est une zone très déserte et que c'était la seule personne présente sur le site, une confiance est établie, ils ne se dissimulaient plus. Alors j'ai une question assez précise, enfin assez, assez historique. Alors je sais pas si elle parle du côté historique dans son livre, mais ce qui m'intéresserait de connaître, c'est la connaissance des Indiens depuis, on va dire, des millénaires. Est-ce que, par exemple, elle parle de ça, c'est-à-dire des rencontres du troisième type, des ovnis, depuis des millénaires concernant en contact avec les Indiens, comme on le sait tous. Le peuple indien est très lié au phénomène ovni. Hein, ce n'est pas toi qui va me contredire. Tu vois où je veux en venir, c'est-à-dire que est-ce qu'elle parle de l'historique des Indiens avec le phénomène ovni? Olivier, là aussi, là cette question effectivement nous renvoie à la forme du livre, hein, comment le livre est construit, quelle est la position de l'auteur, si tu veux. C'est cela que tu désignes implicitement aussi. Et effectivement, en l'occurrence, si tu veux, ce n'est pas un livre sociologique ou un livre d'histoire, un livre analytique. C'est-à-dire qu'elle explique bien qu'elle s'est efforcée autant que possible de prendre les témoignages tels qu'ils sont et d'éviter toute interprétation. C'est donc un récit de témoignages, en fait, c'est ça. Hein. C'est que des récits de témoignages. C'est que des témoignages, en fait. Elle ne fait pas, elle n'analyse pas et elle ne fait pas l'histoire de ces témoignages. Enfin, tu vois, elle revient pas en arrière pour expliquer par rapport au peuple indien tout ça. Mais c'est beaucoup des témoignages d'Amérindiens, on est d'accord. Voilà. Donc le livre n'est constitué que de récits de témoignages. Dans un chapitre, il peut y avoir 2 ou 3 récits, il peut y avoir une dizaine de récits selon leur volume, etc. Mais c'est exclusivement des récits de témoignages. Ce sont des transcriptions. Donc à aucun moment elle ne commente, n'analyse, ne fait des suggestions sur ce qu'elle pense, sur les questions qu'elle se pose, les hypothèses qu'elle peut formuler. À aucun moment ou très peu. Mais ce ne sont que des Amérindiens qui ont témoigné. Tout à fait, ce sont exclusivement des témoignages d'Amérindiens. Ce qui est quand même intéressant parce que pour une fois qu'on a des témoignages d'Amérindiens, c'est quand même unique au point de vue de la recherche ufologique, c'est quand même unique. Oui, c'est très rare. On pourrait dire ça. Oui, c'est ça. C'est que voilà, elle a été placée là à un moment donné. Peut-être qu'elle a été placée là par les Star People, hein, qui sait biographiquement pour faire cette œuvre, hein, sachant qu'elle a écrit 4 livres. Hein. Elle en écrit un 5e, hein, il me semble actuellement.
j'ai parlé à son éditeur récemment. Donc c'est un travail sur plus de 20 ans, hein. Effectivement basé exclusivement sur le témoignage des Amérindiens. Alors là, tu nous parles du contexte général, du contexte culturel ou ethnologique, hein, ethnologique ou anthropologique ou ethnologique, si tu veux, l'image des Amérindiens, leur rapport avec les ancêtres, ou Oui, les parce peuples que des par étoiles. exemple, il me semble qu'elle parle des Sioux qui viennent des 7 étoiles des Pléiades, qui sont connectés avec le Chanupa, c'est ça, la pipe sacrée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, effectivement, oui, là, ce sont les Sioux, tu as la pipe sacrée qui renvoie effectivement à cette étoile, donc la constellation des Pléiades, hein. Donc effectivement, ce sont des questions qui pouvaient paraître anecdotiques ou simplement, comment dire, ethnographiques, ethnologiques à certains moments, mais je pense que l'ufologie avance aussi dans cette direction, Olivier, hein. On se met à prendre de plus en plus au sérieux, effectivement, ces témoignages traditionnels, hein. C'est plus simplement de la mythologie, des légendes, des croyances populaires, naïves, de peuples primitifs, mais on commence depuis longtemps maintenant évidemment, à se demander si effectivement tout simplement ces légendes, ces traditions, ces mythologies, ces croyances populaires, effectivement ne sont pas tout simplement, eh bien effectivement, une mémoire historique, hein, la mémoire effective, réelle, de peuple, mémoire qui s'est transmise oralement, hein, parce que ce sont pas des traditions écrites, hein, concernant effectivement l'expérience de peuple de génération en génération, et de contact avec ce qu'ils appellent les ancêtres, hein. Ils appellent les ancêtres dans le sens où ce seraient ces peuples des étoiles qui auraient placé les peuples amérindiens sur Terre, qui les auraient ensemencés sur Terre, ce qui suggère évidemment que une race terrestre, eh bien, aurait aussi une origine stellaire, hein. Ça a des significations énormes pour l'anthropologie et pour l'ufologie, comme nous sommes d'accord. C'est-à-dire que la réflexion sur l'ufologie, à un certain moment, dans cette dimension-là, nous fait poser des questions sur ce que c'est que l'humanité. Si on prend ces questions vraiment à bras le corps et au sérieux, si les Amérindiens ont été posés sur Terre, si on peut se poser cette question, si on peut la prendre en compte, si on peut le prendre en sérieux, ça suggère qu'effectivement, on n'est plus avec les paléontologues internationaux, français ou autres, qui nous parlent d'Homo sapiens, qui existe depuis 300 000 ans, et avant Homo habilis, mais on nous parle aussi d'une trajectoire qui est tout à fait, je dirais pas autre, mais en tout cas qui est aussi stellaire, c'est-à-dire que les espèces humaines, des espèces avancées ont pu être tout simplement déposées sur Terre. Je te rappelle, Olivier, à propos de l'anthropologie ou de la paléontologie classique, que l'une des grandes difficultés de la paléontologie, c'est on ne trouve pas c'est le thème du chaînon manquant. Tout à l'heure, on parlait du temps manquant, missing time, mais le chaînon manquant, c'est le lien entre l'homme moderne, l'Homo sapiens, et également le Néandertal, hein, qui existait il y a 200, 300 000 ans en même temps que l'Homo sapiens, l'homme moderne, le lien avec l'Homo erectus qui existait, admettons, il y a 1 million d'années, hein. Donc ces notions-là sont sans solution pour la science officielle, la science actuelle. Quelque part, ce thème de l'ensemencement des starseeds, hein, des star people et donc de starseed, c'est-à-dire le thème de l'ensemencement d'une espèce humaine évoluée sur Terre, hein, c'est-à-dire les Amérindiens, eh ben, ils viennent d'ailleurs, puis ils ont été déposés là dans certains cas par les star people, par des civilisations stellaires ou galactiques. Quelque part, comme tu le comprends, on peut projeter cette thématique sur la question de l'origine de l'homme selon la science officielle. Le rapport entre cette mythologie, cette culture traditionnelle des Amérindiens et la science officielle, la paléontologie officielle, qui nous dit que l'homme moderne, eh ben, il a 300 000 ans ou 400 000 ans selon les dernières découvertes, mais on n'est pas capable d'aller plus loin, on n'est pas capable de relier l'homme moderne avec les hominidés antérieurs, tu sais, le thème du chaînon manquant. C'est-à-dire que la science officielle ne trouve pas de lien génétique entre l'homme moderne et l'Homo erectus, l'hominidé primitif qui existait il y a 1 million d'années. Tu sais que ça a été l'objet de quantité de
de théories, ce qu'on appelle théorie des anciens astronautes, et tout ce qu'on trouve chez Jacques Sitchin ou d'autres auteurs. C'est-à-dire que l'homme moderne, en vérité, n'est pas le produit de ce qu'on appelle l'évolution selon Darwin, mais tout simplement l'homme moderne est le produit d'un événement lié à des consciences, à des événements induits par des consciences supérieures. Alors Jean, j'aimerais que tu nous parles un peu de ces fameux rayons bleus qui sont émis du sol vers le ciel. De quoi s'agit-il exactement ? Ah, les rayons bleus, ouais, alors là, je pense que tu évoques ce que disait, c'est le thème dans lequel on a c'est un épisode dans lequel... Alors c'était les survols de Bir Butt, tu sais, le cœur sacré des Black Hills. Oui, là je l'ai pas repris ce dossier-là. Je crois que non, ça je l'ai pas noté ça. Je l'ai pas repris dans le livre ni dans De mon mémoire, article. tu sais plus alors. Par contre, ça me fait penser à un épisode donc qui est plutôt là très très classique. C'est à un moment donné, c'est que les Amérindiens, les Star People qui sont en contact avec les Navajo, à un moment donné, on est avec les cultures Navajo. Tu te souviens qu'on devait interviewer les fameux Navajo Rangers, Clifford et Jonathan Dove, tu te souviens? C'était des policiers. Les deux policiers, oui. Oui. Ouais, c'était des représentants de la police Navajo, les Navajo Rangers, qui ont beaucoup enquêté donc en Arizona et au Nouveau-Mexique entre autres sur les phénomènes ufologiques et beaucoup d'autres choses. Donc ils étaient confrontés aussi aux expériences traditionnelles des Amérindiens. Mais là donc on est en Arizona, au Nouveau-Mexique, auprès de la culture Navajo. Et dans le livre, on a effectivement un témoignage des communautés Navajo qui ont eu un contact avec des Star People qui leur disent vous avez arrêté de prier parce que les cultures Navajo se sont édulcorées, si tu veux, tu sais tout ce qu'on dit sur le problème de la société moderne, de l'alcool, etc. Toutes les communautés ou les réserves qui ont perdu leur culture traditionnelle, les Indiens qui deviennent tout simplement qui ont adopté le mode de vie des Blancs, qui ont abandonné leurs pratiques rituelles, etc. Et là, tout simplement, on est dans des Star People qui leur disent on est navré, mais on peut plus communiquer avec vous parce que vous avez abandonné la prière. Vous n'avez plus vos pratiques rituelles et ça coupe la communication. Ça paraît incroyable parce que là, on n'est plus dans l'ufologie, on est pratiquement dans le thème de la spiritualité. Et d'un autre côté, c'est très très significatif, ça fait poser beaucoup de questions parce que, évidemment, tout ça c'est de l'ordre de l'hypothèse, de la conjecture, mais ça voudrait dire que certaines cultures stellaires ou galactiques ont besoin d'une orientation spirituelle chez les cultures terrestres pour pouvoir envisager des échanges ou des contacts ou des communications, tu vois. C'est un thème très très vaste, mais en tout cas qui est soulevé là. Et je pense que c'est un thème que l'ufologie se réappropriera un jour, tu vois. C'est-à-dire qu'implicitement, ça peut suggérer que des cultures intelligentes extraterrestres, des cultures stellaires, ont également une expérience spirituelle dans le rapport au monde physique ou aux dimensions supérieures, et qui font qu'en tant qu'esprit, si tu veux, ou en tant que confrontés à des dimensions supérieures eux-mêmes, ils ont besoin, pour communiquer avec nous, que nous-mêmes nous soyons connectés avec des dimensions supérieures, qu'on appelle ça Dieu, le grand esprit, Manitou, la religion chrétienne, Allah ou le bouddhisme, enfin peu importe les appellations, mais que voilà la question qui est posée. Bon, qui n'est pas simplement présente dans ce livre, mais et qui donc, recoupe... tu ne te souviens plus du tout alors par rapport aux rayons bleus,
Il me semble que le rayon bleu, en vérité, oui. Parce que là, il est dit la connaissance des êtres des étoiles est conservée et honorée dans certains sites sacrés indiens. Ces lieux émettent vers le ciel une sorte de rayon bleu, rayon laser bleu, que les nations des étoiles peuvent apercevoir comme des phares. Des ovnis survolent souvent les Beer-Buttes, le cœur sacré des Black Hills. Oui, je me souviens. C'est vrai que j'ai pas regardé ce dossier, mais ah, tu vois. Je rigole là. Bravo Olivier. Mais disons que est-ce que c'est lié directement au thème que j'ai évoqué à l'instant? C'est possible. Mais en plus, après, est-ce que cela désigne aussi ce qui est vivant, magnétique? Qu'est-ce qui est lié à l'histoire des lieux? Comme si les Star People, effectivement, se connectent avec des lieux qui sont chargés d'une énergie. Mais qu'est-ce que cette énergie? En quoi est-ce qu'ils sont reliés à cette énergie? Est-ce que cela veut dire que ces populations ont vécu sur Terre il y a très longtemps? Encore une fois, c'est la question, c'est qu'on ne connaît pas l'histoire de la Terre. En tout cas, les géologues étudient l'histoire de la Terre, qui a plus de 4 milliards d'années. Mais l'histoire de la vie et de la vie consciente sur Terre, on la connaît très mal, Olivier. Qui nous dit qu'il n'y a pas eu des cultures conscientes, des civilisations évoluées sur Terre avant ce qu'on appelle l'Homo sapiens, qui a vécu 300 à 400 000 ans, ce qui est très peu de temps, ce qui est même pas 1 million d'années. Ce sont que l'histoire de la Terre, c'est 4 milliards d'années, c'est-à-dire 4,5 milliards d'années, c'est encore plus. Ouais. Donc, ça veut dire 4500 millions d'années. Hein. 4500 millions d'années. Et on nous parle de l'Homo erectus qui vivait il y a 1 million d'années. La question à se poser, combien il y a eu de civilisations? Je crois que Jean-Pierre Petit avait parlé de 5, qu'on était la 5e ou 6e civilisation. Donc ça fait pas mal de civilisations qui ont existé avant nous. Oui, Jean-Pierre Petit, il a le droit de s'exprimer comme tout un chacun. Mais je veux dire, si on parle de 5 civilisations antérieures, on a le droit d'ajouter des zéros. Qui nous dit qu'il n'y en a pas eu 50 ou 500? Oui, si ça se trouve, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. On ne sait pas vraiment, en fin de compte, puisque c'est trop lointain. Après, pour les recherches, c'est beaucoup trop... C'est impossible à savoir, finalement. Impossible. Des deux côtés, hein. C'est impossible. Des deux côtés, ceux qui affirment ça, c'est impossible de savoir s'ils ont raison. Et ceux qui disent que ça ne peut pas... que c'est impossible, pareil, on ne peut pas vérifier puisque le fait de vérifier est actuellement impossible. Personne n'a pu vérifier cette information jusqu'à présent. Oui. Aucun scientifique. Oui, d'accord. Mais alors, oui, mais on veut une ufologie sérieuse, nous disons. On cherche une ufologie sérieuse. Mais en l'occurrence, Olivier, l'ufologie peut aussi se poser cette question. Est-ce que des civilisations stellaires, galactiques, qui auraient des milliers, des dizaines de milliers d'années d'ancienneté, ou des centaines de milliers d'années d'ancienneté, ou des millions d'années d'ancienneté, ou qui, par leur développement, garderaient ou posséderaient la mémoire de civilisations antérieures à eux, ou à elles, la mémoire de civilisation ou de développement de la vie sur des millions d'années, sur Terre, dans le système solaire et dans la galaxie, eh bien, ne peut-on pas faire l'hypothèse que ces civilisations, effectivement, possèdent la mémoire de la vie sur Terre et de civilisations évoluées sur Terre, que la science terrestre a perdu ou n'a jamais auquel la science n'aura jamais accédé. C'est aussi une possibilité, tout à fait. C'est-à-dire que est-ce que la science se base simplement sur des fouilles archéologiques telles que nous disent les paléontologues, ou est-ce que la science sur l'histoire du passé n'est peut-être pas également archivée quelque part, tu vois, archivée dans un cloud, comme on dit, comme on a les mémoires virtuelles aujourd'hui par nos systèmes informatiques, mais n'existe pas une mémoire galactique, un cloud cosmique des événements passés, comme on parle de la mémoire de l'eau. Les événements ne sont-ils pas gravés quelque part d'une manière occulte, d'une manière subtile plus exactement,
qui permet à des civilisations évoluer d'une certaine manière. Qu'est-ce que la technologie? Mais c'est la question qu'on peut se poser. Revenons à l'essentiel, au contenu de ce livre. Quelles sont les plus belles preuves de contact extraterrestre avec les Amérindiens? Alors, dans ce livre, les épisodes... un épisode que j'aime bien, c'est cette femme qui s'appelle Mary Winston, et elle affirme que elle dit, elle vit en Alaska, elle prétend que les ancêtres du peuple inuit vivaient sur une planète froide, semblable à la région arctique, furent emmenés sur Terre pour coloniser cette planète à une époque où la glace recouvrait les continents. Nous avons été conduits ici par les Star People qui vivent au sommet du monde. Alors là, c'est pas du tout des preuves, évidemment, mais ce sont encore des récits plutôt légendaires, comme quoi des populations auraient vécu au pôle ou sous le pôle à des époques antérieures. Mais il y a un autre témoignage dans lequel c'est une femme qui est aveugle, elle se promène avec sa petite fille, et c'est une gardienne des traditions, c'est-à-dire elle connaît les vertus médicinales et magiques des plantes. Et elle enseigne sa petite fille donc à chercher les plantes, elle l'instruit dans les fonctions de ces plantes, les vertus de ces plantes. Et tout simplement, cette femme est souvent visitée par des extraterrestres, c'est-à-dire des Star People avec un vaisseau, un ovni tout simplement, qui s'approche, des êtres qui sortent. Et ce qui est un épisode tout à fait incroyable, c'est que cette femme, cette ancienne, donc les gardiens des traditions, s'adresse monte à bord du vaisseau. Même la petite fille, à un moment donné, monte à bord du vaisseau. Elle n'était pas très à l'aise, elle n'était pas vraiment en confiance avec ces êtres. Mais la grand-mère instruit les Star People, en l'occurrence ceux-là en tout cas, dans les fonctions, les vertus de ces plantes. Ça paraît fantaisiste, ça paraît complètement surréaliste. Mais c'est un des récits qu'on trouve dans le livre. Une grand-mère qui explique aux entités, avec ça, avec la sauge, on soigne l'arthrite, etc. Avec celle-là, on apaise l'inflammation du foie. Donc, on peut sourire, on peut tourner en dérision n'importe quel récit. Mais encore une fois, on peut toujours retourner la crêpe, pour dire la question. On peut très bien se dire aussi, la vie à l'échelle cosmique est d'une telle richesse, d'une telle complexité. C'est le mystère de la vie, le mystère de la diversité. Les plantes qui sont sur Terre existent-elles sur d'autres systèmes galactiques? Parce qu'on parle toujours de la vie, Olivier, sur d'autres planètes, sur d'autres systèmes solaires. Y a-t-il des extraterrestres, sont-ils grands, petits, gris, bleus ou... Mais on va jamais au bout des questions. Jamais tu entends des ufologues dire y a-t-il des oranges sur une planète pléiadienne? Si des telles cultures extraterrestres et végétariennes, comme ça apparaît là dans l'épisode de Harrison, apparemment le grand-père avait apporté de la viande, c'était un chasseur, il a apporté de la viande au vaisseau qui s'était craché, et les entités leur ont dit non, merci, on mange pas de viande. Ça paraît complètement fantaisiste, encore une fois. Mais si c'était vrai, ça fait poser énormément de questions. Mais en l'occurrence, s'ils sont végétariens, si telle culture ou telle autre est végétarienne, mais tu n'entends jamais les ufologues dire mais qu'est-ce qu'ils mangent? On a tout à fait le droit, Olivier, tout en étant sérieux, de se poser des questions simples. Je pourrais te dire, à quoi est-ce que tu penses? On me dit, à toi. Mais moi, je dirais, est-ce qu'ils mangent de la laitue? Tu vois, tout simplement. Est-ce qu'ils connaissent le radis? Etc. Mais en l'occurrence, il se peut très bien que des espèces végétales qui existent sur Terre n'existent pas sur tous les systèmes, sur les systèmes solaires, ou que certaines existent sur d'autres systèmes solaires. Ce serait très intéressant de se dire, par exemple, que les oranges, les pommes existent sur d'autres systèmes. On sait qu'il y a pas mal de plantes dont l'origine n'est pas connue, c'est-à-dire on ne trouve pas des plantes primitives, tu vois, même pour le maïs. Et tu connais que pour le blé, cette théorie des astéroïdes qui transportent justement tous ces éléments pour créer des choses sur Terre, comme certains, enfin. Comme toute la vie sur Terre, les animaux, tout ça, l'eau qui
l'eau sur Terre, la première fois qu'il y a eu de l'eau, c'est grâce à des astéroïdes. Tu connais Oui, je crois que c'est la oui, panspermie, non, c'est pas ça? Quelque chose comme ça, il me oui, semble. oui, 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 je connais un peu, je suis pas spécialisé, mais effectivement, ces Donc, thématiques sont... effectivement, rien ici sur Terre n'a d'origine terrestre, même pas l'eau, tu vois? C'est ça que je dirais en fait, c'est ça que je répondrais en fait. Oui, mais c'est une réponse partielle, parce que si tu veux, on trouve par exemple des blés sauvages, tu vois? Tu comprends? L'épeautre, des espèces très très... Et encore, c'est très Oui, difficile, oui, parce mais que le attends. blé a été En fait, cultivé... là, j'étais en train de te dire que à la base, tu sais, au tout début, il y a eu de l'eau. La première fois qu'il y a eu de l'eau, c'est cette eau-là qui a tout créé sur Terre. Et cette eau-là venait des astéroïdes, c'est-à-dire de la panspermie. Voilà, tout simplement. C'est pas contradictoire avec ce que se disait, c'est parce que la réalité est aussi complexe. Mais en l'occurrence, il y a effectivement pas mal d'espèces sur Terre dont on ne comprend pas, que les scientifiques ne comprennent pas exactement comment elle est apparue et comment elle s'est implantée, tu vois. Soit le tabac, même la banane, etc. Pas mal de choses. Le maïs, par exemple, il n'y a pas de, comment dire, de maïs sauvage. Il n'existe pas d'espèce de maïs sauvage. Et ça, c'est étudié par les généticiens. Tous les généticiens savent que le maïs est toujours d'hybridation, de greffe de différentes espèces, mais le maïs sauvage il n'existe pas, il est introuvable. Donc, est-ce qu'on le trouvera un jour? Je n'exclus pas, moi-même je ne suis pas scientifique, pas plus que toi, mais en l'occurrence, cela nourrit quand même un peu ce qu'on appelle les théories des anciens astronautes, Olivier. Bien de cela qu'il s'agit. Ce qui suggère que des civilisations avancées, à un moment donné, ont implanté sur Terre des espèces qui auraient déjà été cultivées, développées, soumises à optimisées, soumises à des greffes, à des évolutions génétiques sur d'autres systèmes solaires. Puisque tu sais que le blé qu'on l'on a, ce sont que des greffes, des métissages, des croisements de milliers d'espèces de blé. Hein. Le blé que tu manges, qui fait notre pain, c'est pas un blé sauvage. Donc, et là encore, si peut-être que tu connais un peu ces dossiers, mais on rejoint par exemple la mythologie la cosmologie des Navarros précisément. Tu sais que pour les Navarros, euh, leurs dieux sont liés à 5 espèces principales qui sont des espèces sacrées, des espèces végétales qui ont été données par les dieux. Alors quand on lit cela de but en blanc, on dit ah ben oui mais les légendes, les mythologies, les primitifs, bon et comme ils n'étaient pas scientifiques, et bon ben tout ce qu'ils ont vient des dieux, c'est un cadeau des dieux, oui c'est une image. Mais on peut encore une fois retourner la crêpe, comme on dit toujours, à savoir se dire et si tout simplement c'était pas tout simplement la réalité, à savoir les plantes sacrées pour eux c'est le maïs, c'est la courge, le tabac. Et il y en a la courge, le tabac, le maïs, il y en a 2 autres, tu vois, 5 espèces sacrées et qui ont été données par les dieux. Alors, qu'est-ce que je vais te donner là? Les airships, j'en ai connu, Luther, et Son. Oui, le premier épisode dont je te parlais, Sarah et Tim, donc ça s'est passé effectivement, il les a reconnus en 2007, c'est ce fameux policier dont je te parlais tout à l'heure, oui, qui s'appelait Tim, un policier tout simplement, policier amérindien quand même, mais policier, pas de la police tribale, un policier. Il y a des policiers amérindiens qui vivent sur une réserve, mais qui sont fonctionnaires de police. Et sa femme Sarah, donc ils étaient partis faire un week-end d'amoureux pour célébrer 20 ans de mariage. Et c'est quelque chose qu'ils font régulièrement depuis qu'ils sont mariés, qu'ils sont tout jeunes. Et ils partent à 5 heures du soir en voiture après son service. Ils rentrent chez lui, ils prennent une douche. Ils vont déposer leur chien chez les parents de l'épouse de Sarah. Puis ils partent pour un motel qui est à 4 heures de route et où ils ont l'habitude de fêter leur anniversaire de mariage. Et sur le bord de la route, alors il fait déjà nuit, c'est 1 heure après leur départ, donc ils sont partis 17h30 et 18h30, et ils tombent sur des animaux morts au bord de la route. Alors, comme il est policier, pas en service, mais quand même la déontologie,
la profession, il s'arrête, il veut faire un constat. Alors c'est tout à fait, Olivier, et tout à fait les témoignages que l'on a dans les affaires de mutilation animale. Alors il y a 3 ou 4 vaches, il n'y en a pas une dizaine, mais il y en a 3 ou 4, je me suis pas plus, c'est 3 ou 4. Alors l'un des têtes de bétail a les yeux, les orbites enlevées, un autre a les oreilles coupées, un autre a les 4 pattes coupées, etc. Un autre a une partie de la peau rasée sur la jambe, etc. Enfin, toutes sortes de mutilations animales, la mâchoire coupée côté droit mais pas côté gauche, etc. Tous ces terribles témoignages que l'on a dans les livres de Linda Moulton Rowe et dans d'autres ouvrages, entre autres un livre très important, un livre de Christopher O'Brien que je recommande à nos amis s'ils sont anglophones, comment ça s'appelle, ça va me revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, toutes ces histoires de mutilation animale qu'on connaît, voilà, tout à fait. Là, c'est une expérience de témoignage de mutilation animale par des Amérindiens. Alors là également, il y avait ce qu'on a dit tout à l'heure, le temps manquant. On en a parlé brièvement tout à l'heure. Et donc là, on est confronté, Olivier, à un autre aspect qui est dans le livre. C'est effectivement que ici, on n'est plus du tout confronté avec les ancestors, les star people qui protègent, qui sont les gardiens, qui sont les instructeurs, qui ont ensemencé la terre. Non, on se retrouve devant une histoire parfaitement glauque, tout à fait sordide, enfin triste, sombre. Sachant que ce type de témoignages, les mutilations animales, n'ont jamais été prises en compte, n'ont jamais existé dans la tradition amérindienne concernant la présence des star people. Donc là, c'est le sujet c'est cette histoire avec Tim et Sarah qui observent ces vaches, ces têtes de bétail qui sont mutilées tout simplement. À ce moment-là, à un moment donné, Sarah, ils sont pas encore sortis du véhicule. Non, si, ils ont observé les animaux et à ce moment-là, ils ont observé donc tous les caractéristiques typiques de ce qu'on appelle une mutilation animale, comme j'ai décrit il y a 2 minutes. À ce moment-là, ils remontent dans leur véhicule pour aller faire un rapport, d'abord en repassant à leur motel et puis contacter les services. À ce moment-là, dans le rétroviseur, elle voit une lumière, ils se retournent, ils voient un objet s'approcher dans la distance, par le rétroviseur de leur véhicule. L'objet vient au-dessus d'eux. À ce moment-là, comme beaucoup d'épisodes typiques d'abduction, une lumière très violente vient sur eux. Et à ce moment-là, le souvenir s'arrête là. Et se retrouve 4 heures après. Et leur voiture se trouve sur l'autre côté de la route. Non pas sur le côté gauche, admettant de la route, mais côté droit, comme s'il avait fait un bond. Et les animaux qu'ils avaient, les 3 ou 4 à tête de bétail, ne sont plus là. Voilà. Donc ils partent et puis ils font leur rapport et puis ils sont revenus plus tard pour, comme je te disais, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait perdu son arme de service. Il le retrouve dans un fossé, comme si quelqu'un l'avait jeté dans un fossé, parce que c'est pas lui qui aurait jeté son arme dans le fossé. Il n'est pas passé dans le fossé. Avec le canon fondu. Pour faire fondre quand même un pistolet. Ah oui, carrément le canon fondu. Le canon à l'intérieur, c'est-à-dire extérieurement, le pistolet a l'air la forme typique, ouais. mais le canon donc intérieur est fondu, donc obturé. Ouais, ça c'est quand même hallucinant, ouais, c'est clair. Hallucinant. Soit c'est fantaisiste, soit ça suppose des technologies quand même bien sophistiquées, pour faire fondre à quelle température, pour qu'ensuite ça refroidisse et que ce soit pas la partie extérieure qui soit déformée, fondue, mais la partie interne. Ça, tu vois, ça peut faire partie d'un élément de preuve. Est-ce que cette arme, on peut la consulter? Est-ce qu'elle a été consultée par l'auteur Hardy Six Killer ou par un enquêteur privé ou que sais-je? Tu vois, ça pourrait constituer une preuve, cette arme fondue. Parce que je suppose que cette arme fondue, il l'a gardée, il l'a pas jetée. Nous sommes d'accord, Jean? Mais je crois qu'on a parlé de l'épisode tout à l'heure. Est-ce qu'on en a parlé hors caméra? Et il me semble qu'on en a parlé tout à l'heure dans la présentation du cas Sarah et Tim. Parce que je t'ai bien dit que dans l'entretien que Sarah et Tim ont eu avec Hardy Six Killer, il a raconté tout cet épisode. Il était d'ailleurs
venu avec le même véhicule, et sous le siège du conducteur, il a sorti cette arme pour la présenter à l'auteur Hardy Seskiller. Il lui a montré cette arme. Alors Hardy a tenu l'arme, elle a regardé le canon, elle a soupesé dans un sens et d'un autre, elle a tenu l'arme dans les mains, tu vois, elle l'a rendue. Et comme je disais tout à l'heure, Tim explique que cette arme n'était pas une arme de service au sens propre du terme, parce que c'était une arme de service qui appartenait à l'unité de police. Il aurait dû la restituer et dire mon arme de service est défectueuse et expliquer ce qui s'était passé. Il aurait été dans l'embarras, tu vois. Mais en fait, cette arme de service, en vérité, lui appartenait à lui. C'est pas une arme qui lui a été. Donc, il n'a pas été, ce que je veux dire, il n'a pas été dans l'obligation de faire un rapport à son autorité, tu vois. Et malheureusement, cette arme n'a pas été analysée scientifiquement. Tu vois, ça aurait été intéressant d'analyser pourquoi cette arme a été fondue. Oui, bien sûr. Mais je crois que Tim et Sarah, alors leur identité n'est certainement pas. Là, on a 2 prénoms. Leur identité forcément est connue de l'auteur, mais elle est confidentielle. Donc, et de toute façon, eux-mêmes, Hardy explique qu'elle a continué à les voir pendant une dizaine d'années, pendant longtemps. Lui a eu une promotion, il est devenu inspecteur. Elle est toujours professeure de lycée. Mais disons que pour protéger leur carrière, ils n'ont jamais révélé l'épisode. Ils n'ont jamais divulgué l'épisode à qui que ce soit, quoi. Sauf à Hardy qui préparait ce livre en protégeant leur identité. Mais donc, en l'occurrence, on n'a pas de preuves. C'est le récit dans le livre d'Hardy Seskiller, mais il n'y a pas de preuves matérielles et d'analyse. Voilà. Parce que même une demande d'analyse, ça aurait quand même jeté un éclaircissement sur l'identité du propriétaire. Tu vois, les gens ne veulent pas prendre ce type de risque. Parce qu'un laboratoire fait une demande de laboratoire. Tu comprends ? Ils ont protégé leur sécurité. Dans la mesure où c'est authentique, bien sûr. Alors, il y a aussi dans ce livre, on parle de Cherokee qui aurait rencontré des êtres qui vivaient sous terre. Oui, là, c'est un thème. Oui, ça, je vais pas le développer parce que c'est pas un thème que j'ai trop regardé là récemment. Oui, c'est des fameux êtres souterrains, mais là encore, est-ce que c'est de la mythologie, est-ce que c'est une vision, mais là, on rejoint un peu des thématiques qu'on entend beaucoup maintenant autour de la Terre intérieure. Tu sais que le thème, on a déjà parlé, le Disclosure Project n'est pas du tout à la mode dans l'ufologie sérieuse, comme tu dis, Corey Goode ou David Wilcock ou Emery Smith. Mais quoi qu'il en soit, ce ne sont pas les seuls à parler de cette thématique de la Terre intérieure. Et c'est pas la Terre intérieure, c'est pas la Terre creuse, encore une fois. Mais c'est une question qui est souvent évoquée, comme quoi. Là, en l'occurrence, quand on parle de donc les Cherokees qui auraient rencontré des êtres qui vivaient sous terre, c'est la thématique terre creuse en fait. Ça se rejoint. Oui, enfin, ça se rejoint peut-être, mais pour beaucoup de gens qui ont étudié ces dossiers, comme c'est le cas pour moi, mais là, ce serait trop long d'en développer, vraiment pas le temps. Mais la Terre creuse, c'est une théorie qui est pour certains complètement fantaisiste, on peut parler de Terre creuse. Mais par contre, quand on parle de Terre intérieure, ça suggère que sur une profondeur relativement modeste de la Terre, après l'écorce terrestre, dans le manteau extérieur, sur peut-être une centaine de kilomètres de profondeur, se trouvent d'énormes cavernes, peut-être des fleuves intérieurs, des courants d'eau, tu vois, ou des masses d'eau. Tu sais on suppose qu'il y a peut-être un océan à 700 kilomètres de profondeur. J'ai parlé à un minéralogiste récemment à un congrès de minéralogie à Paris. Le minéralogiste me dit non, il n'y a pas vraisemblablement d'océan à 700 kilomètres de profondeur, même si on a identifié des masses d'eau importantes, mais certains minéralogistes de l'Institut de minéralogie de Paris disent qu'en vérité ce sont des particules d'eau, H2O, qui sont dans un état entre l'état liquide et l'état solide, un état indéterminé, tu vois, mais qui sont capturés dans des molécules rocheuses. Et donc on identifie des volumes d'eau considérables, mais ce n'est pas à l'état d'océan. Ça, c'est les thèses. Ouais.
Puisqu'on parle de ça, il y a aussi ce thème là. Jusqu'à aujourd'hui, les habitants originaires de l'Alaska racontent que l'Alaska contient de nombreuses cités souterraines construites par les Star People qui voyagent entre la Terre et les étoiles. C'est ça, hein? Là encore, ben, ce sont des légendes, des mythologies amérindiennes. Mais tu sais que, encore une fois, c'est pas ce qu'on appelle l'ufologie sérieuse, entre guillemets. Pour moi, c'est des guillemets, parce que il ne s'agit pas de se prétendre sérieux pour l'être. Hein. Ce qui est sérieux. Tu as dû faire un pari pour dire le mot sérieux, je pense, ce soir, non? Mais en l'occurrence, tu sais qu'on entend ça beaucoup, toutes ces théories sur des cités souterraines. Alors évidemment, ça peut paraître des théories conspirationnistes, fantaisistes, qui peut-être discréditent de recherche, mais on peut aussi se poser la question, et si c'était vrai? En tout cas, c'est évoqué dans beaucoup de sources qu'il existe ou qu'il a existé des cités souterraines sur Terre. Et qu'il en existe encore, qu'elles soient occupées ou non. En tout cas, il est possible qu'il y ait des grandes cavités souterraines, en tout cas, d'énormes cavités qui sont peut-être liées à des éruptions volcaniques, des masses de magma qui auraient été magma expulsé, mais néanmoins des cavités qui du coup sont vides à l'intérieur de l'écorce terrestre, tu vois, à cause du magma qui se serait échappé, tu vois, toutes sortes de théories. Si tu lis James Church-Ward, qui n'est pas un ufologue, mais qui a écrit des livres sur la Lémurie, James Church-Ward, selon ses recherches, comment il a consacré toute sa vie au fameux continent perdu, donc dans l'océan Pacifique, affirme que sous l'Australie et sous le continent qui était au nord de l'Australie, donc la Lémurie, donc là on est sous l'océan Pacifique, eh bien se trouvent d'énormes cavités qui étaient des poches magmatiques, tu vois, des poches remplies de magma, et qui a eu des jaillissements de magma, donc des éruptions volcaniques considérables, qui ont vidé ces poches, donc du coup créant d'énormes cavités, des grottes gigantesques souterraines. Tant qu'on les a pas vus, on peut dire ah mais c'est fantaisiste, mais alors là c'est Jules Verne. Mais si on les voit, si elles sont révélées un jour, on dira ah mais Jules Verne n'est pas simplement un grand imaginateur, un grand littérateur, c'est aussi un visionnaire dans le sens il a vu des choses qui lui ont été révélées d'une manière mystérieuse aujourd'hui, mais il a vu des choses réelles. Tu vois, c'est les questions qui se posent autour de Jules Verne. Hein. Comment il a prévu quantité d'inventions. Et beaucoup de c'était le voyage au centre de la Terre, etc. Là, ça nourrit la Terre creuse, mais en vérité, il s'agit peut-être encore d'autre chose, qui nous paraîtra tout simple quand ce sera révélé, tu vois. Si on trouve un jour, effectivement, des énormes cavités en profondeur. Et encore plus si on trouvait des populations, effectivement. Alors, pourrait-on revenir une dernière fois sur donc un témoignage de contact extraterrestre avec les Amérindiens? Alors, pour finir, un dernier témoignage de contact. Vas-y, Jean. Bien justement, mais tu en as un, là, c'est justement c'est celui que j'avais évoqué là tout à l'heure, c'est celui, il s'appelle Warren. C'est un type qui est un musicien, qui a connu, il a connu Hardy Schiller aux années de lycée, tu vois, mais lui n'a pas fait une carrière universitaire vraiment. Mais il est devenu musicien, il était fou de guitare rock. Il a réussi à avoir une carrière de guitariste. Par contre, il lui a confié qu'il a été enlevé et qu'il a visité d'autres systèmes solaires, tu vois, que les visiteurs, les peuples des étoiles, l'ont fait visiter leur planète. Ils ont confié qu'ils adorent beaucoup, qu'ils aiment beaucoup la verdure. Qu'ils ont une passion pour la verdure, la végétation terrestre et pour les fleuves terrestres, pour l'eau, dans les courants d'eau. Et ils ont fait visiter cette planète. Alors il a visité une planète qui était désertique, un petit peu comme une planète Mars, si tu veux. Mais par contre, il sait que cette planète est habitée. Je ne crois pas qu'il a visité à l'intérieur, mais ils lui ont expliqué que, en vérité, leurs fleuves sont souterrains et toute leur vie est souterraine. Ils ont également de la lumière, une lumière
qui est peut-être géothermique, qui a peut-être qui est un autre environnement, un autre écosystème, mais qu'ils ont des fleuves souterrains, de la lumière souterraine et même des végétations, mais que tous leurs fleuves sont souterrains, qu'en surface il n'y a rien. C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup voir les cours d'eau sur Terre, parce qu'ils sont privés de ça sur leur Terre d'origine. Alors cela paraît encore une fois peut-être fantaisiste, parce qu'on a du mal à imaginer une vie souterraine. Parce que pour nous, la vie est en surface. Mais c'est une question qui est posée même par les grands scientifiques. Hein. On se pose la question, par exemple, des planètes qui n'ont très peu d'atmosphère, tu sais. Et quand il y a très peu d'atmosphère, par exemple sur Mars, l'atmosphère, il y a une atmosphère légère sur Mars, mais elle est beaucoup plus ténue que la Terre. Mais disons que les rayons ultraviolets sont très dangereux pour la vie sur Terre. Tu vois, pour la vie animale, végétale. S'il n'y a pas une atmosphère comme la couche d'ozone que l'on a autour de la Terre qui protège contre une grande partie des rayons ultraviolets, donc la vie sur Terre serait les rayons ultraviolets, les rayons cosmiques. Mais par contre, sous Terre, eh bien, effectivement, la couche, la croûte continentale peut protéger de ces rayons. Tu vois, donc ce sont des hypothèses que sont posées les scientifiques sur l'existence d'une vie sous la couche, sous la croûte continentale, sous l'écorce terrestre, tu vois, pour d'autres planètes. Donc ce sont des hypothèses tout à fait crédibles, prises en compte par les scientifiques. Donc pourquoi ne pas prendre en compte avec respect en tout cas des récits de témoins en contact avec les Star People ou des récits soi-disant légendaires des peuples amérindiens. Donc, ce qui s'est passé pour Hardy, c'est que comme elle connaissait beaucoup de gens de réserve en réserve, les gens se sont confiés à elle, tu vois, se sont confiés à elle sur le mode de la confiance. Alors, c'est pas simplement une enquête comme ça d'un journaliste qui va interroger tout le monde, un par un dans une réserve, micro à la main. Est-ce que vous avez déjà vu des extraterrestres, des soucoupes volantes? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui avait une soucoupe volante? Non, ça se passe pas comme ça. En fait, le bruit court que cette Amérindienne fait ses recherches, comme elle est respectée parce qu'elle fait des programmes éducatifs d'insertion, les gens viennent à elle. Et il y a des pratiques rituelles, tu vois, qu'explique Hardy Skiller, à savoir que quand on est reçu dans une maison pour quelque raison que ce soit, eh bien on fait des cadeaux. Et on passe du temps avec les gens pour parler de la vie quotidienne avant d'aborder l'objet de la visite, l'objet de la négociation commercial qui va avoir lieu, tu vois. Là, il ne s'agit pas de commercial au sens d'acheter quelque chose, de vendre, mais l'objet de la visite. Donc, comme elle est amérindienne, elle vient toujours avec des cadeaux. Le cadeau traditionnel chez les Sioux, Lakota et d'autres peuples, c'est le tabac, tu vois. Que ce soit une livre de tabac au moins, on amène du tabac parce que le tabac est la plante sacrée. Et donc, c'est ce qui crée le lien entre deux familles, deux individus, deux maisons, tu vois. C'est quelque chose de rituel, de religieux, on dirait. Mais elle ne se contentait pas d'amener du tabac, elle se renseignait sur la personne, la famille, qu'est-ce qu'ils aiment. Et ça se trouve beaucoup de récits. Hein. Elle cuisine même chez la personne qui sont seuls. Par exemple, il y a beaucoup d'hommes seuls ou isolés. Elle amène des victuailles, elle cuisine, etc. Et crée ce climat de confiance qui fait que lui, en plus, c'était un ami de jeunesse. Il lui a raconté ces histoires qui l'ont carrément emmené dans le vaisseau, qu'il a quitté le système solaire, qu'il est parti, ils ont jailli tel guil éclair jusqu'à un autre système qui est identifié. Et là, il a pu voir la planète de ce système sur laquelle il réside. Ils lui ont partagé des visions. Voilà, les Star People dans toute leur splendeur. Voilà, Olivier, ça c'est des aspects positifs qui sont autre chose. Et est-ce qu'il y a des détails de cette affaire tu vois, voilà les détails, comment était l'engin, à quoi ressemblaient ces êtres, comment était l'intérieur de cet engin. Oui, mais là je l'ai pas. Il faut lire le livre. Hein. Il faut surtout oublier. Bon, c'est vrai aussi que oui, il faut aussi acheter ce livre. C'est vrai. Hein. On peut pas tout dire dans cette émission, mais voilà. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques détails sans aller trop loin? Oui, il y a un détail, si tu veux, qui est pas forcément dans cet épisode, mais qui se trouve dans l'épisode avec Harrison. Tu sais, tu te rappelles à Harrison, le jeune homme qui avait assisté avec son grand-père à un crash d'un objet. Oui, que
Ouais, dont tu as parlé tout à l'heure. Hein. abondamment commenté, qui mesurait 20 mètres de long. C'était une sorte de cylindre, hein. C'était pas une soucoupe, c'était pas un disque volant, c'était un cylindre d'au moins une vingtaine de mètres de long, dit Harrison. C'est intéressant aussi parce qu'on a rarement des crashs de cylindres, tu vois. Dans les épisodes contemporains officiels, hein, tu es d'accord avec moi, on entend parler toujours d'une soucoupe, d'un disque volant, mais jamais. Les cylindres sont souvent cités que dans les observations, mais on n'a jamais de cas de crash de cylindre. Que je sache, hein, c'est jamais arrivé, ça n'a jamais été recensé. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Donc, en l'occurrence, à travers des récits comme cela d'Amérindiens, eh bien, on trouve des épisodes qui sont peut-être fantaisistes, hein, chacun est libre de le penser, mais qui sont peut-être aussi des épisodes qui ont été sur lesquels qui n'ont jamais été éclairés. Peut-être que les militaires ou les autres ont été informés à un moment donné, mais évidemment, le secret, on cultive le secret sur tous les épisodes. D'autant plus quand aucun journaliste ou aucun enquêteur n'a jamais été informé ni est venu sur le terrain. Mais en l'occurrence, quand le jeune homme qui avait une douzaine d'années est entré dans le vaisseau avec son grand-père, il explique qu'il y avait 17 sièges, 17, alors qu'il n'y avait que 14 entités. Mais entre autres, quand il s'assit sur un siège, parce que ça c'est après qu'ils soient partis, qu'ils aient été récupérés 4 mois après, son grand-père lui a montré une entrée qui était à l'arrière du vaisseau, qui était pourtant très très bien dissimulée, mais son grand-père a su où était une issue, un accès à la partie arrière du vaisseau. Et quand il s'est entré, il s'est assis sur un siège, et le siège épouse les formes. Quand il s'assied, le siège n'est pas froid, alors que c'est un véhicule qui n'a pas été occupé, qui n'a pas de système, Tu veux dire mémoire de forme? Exactement. Enfin oui, exactement. C'est-à-dire quand la personne s'assoit sur le siège épouse les formes de la personne. Comme nos coussins à mémoire de forme, quoi. Voilà. Oui, ça existe dans certaine mesure. Mais si tu veux, moi ça m'a frappé quand j'ai lu ce livre, quand j'ai lu le livre avant de le traduire, parce que j'avais déjà entendu des récits de ce type dans des témoignages de Timothy Good, tu vois, dans un des livres de Timothy Good, j'avais déjà entendu cette histoire, qu'elle n'avait pas prêté attention. Surtout concernant l'affaire Roswell, c'est clair. Non, oui, mais l'affaire Roswell, on ne te parle pas de siège qui épouse les formes, tu vois. Mais on te parle de mémoire de forme. Bien sûr, j'ai entendu ce que tu dis, Olivier. Mémoire de forme, oui, tout à fait. Et là, en l'occurrence, un siège qui épouse la forme du sujet, et puis qui libère ensuite. Et j'ai trouvé ça également ailleurs, mais je crois dans le livre de David Jacobs, tu sais, Il marche parmi nous. Je crois qu'il y a un épisode comme cela dans lequel l'abducté décrit cela, sous hypnose, tu vois, quand elle revit l'épisode. Encore une émission qu'on a faite ensemble, que tu as traduit, que je t'ai fait connaître, David Jacobs. Oui, c'est vrai. Je te l'ai fait connaître et ensuite tu as traduit ce livre pour les éditions Atlante. Ça, il faut le dire aussi. Oui, tout à fait. Je ne connaissais pas personnellement Jacobs et je ne connaissais pas surtout ce livre, ce dernier livre qu'on a découvert. Je l'ai lu à cette occasion-là, évidemment. Et effectivement, c'est cette tendance qui fait que l'éditeur, à un moment donné, par ses propres choix, parce que moi je n'ai aucune influence sur aucun éditeur, hein, je lui ai proposé des livres, j'ai fait des suggestions, mais c'est des dizaines de suggestions que j'ai fait à cet éditeur. Mais ce livre l'a attiré, hein, pour des raisons qui le regardent, hein. Moi aussi, il m'a attiré ce livre, mais il y a des dizaines de livres que j'aurais aimé traduire, hein, par ailleurs. L'éditeur Christelle Seval. Oui, Christelle Seval, l'éditeur édition Atlante. Mais en tout cas, dans le livre, on trouve un épisode de ce type, dans lequel une abductée décrit un épisode avec des grands gris, des petits gris, également des hybrides, hein, parce que c'est le thème central du travail de Jacob. Et je rappelle, Olivier, on n'en l'a pas fait tout à l'heure, c'est vrai que j'ai traduit ce livre Il marche parmi nous, est publié en octobre 2017 et le livre daté de 2016, hein, de juillet 2016, donc il était publié un an après sa publication, hein. C'est quand même un beau cadeau, hein, pour les lecteurs français. Ça va ni qu'une, hein, c'est un concours de circonstances. Mais par ailleurs, je précise que ce sera en conférence à Paris, non pas invité par OVNI Paris, mais
au siège de l'association OVNI Paris, donc rue Saint-Jacques à Paris, le 13 septembre. Conférence exceptionnelle parce qu'il a été invité par le CERO, tu connais le CERO France, et il a été invité parce qu'il se trouve en Angleterre au début septembre et ils ont pu organiser donc le passage de David Jacobs en France, un séjour en France suite à son séjour privé en Angleterre. Il va passer une semaine en France, donc il y aura une conférence de David Jacobs. Si tu pouvais venir, Olivier, je pense que David serait content de te voir, puisque c'est toi qui l'as fait connaître en France, toi et moi, si on peut dire. Et voilà, ce sera le 13 septembre, une journée complète, de 20h à 23h. Bon bah merci pour l'invitation, on verra bien, hein. Mais comme tu le sais, je vis assez loin de Paris, donc et puis et aussi j'ai une vie de famille qui fait que c'est très difficile pour moi de me libérer pour ce genre de soirée, ce genre d'événement en fait. Oui, alors un dernier épisode qui est moins joyeux, moins lumineux que tout ça, je dirais, ce sont les incursions militaires sur les sites, tu vois. Ce thème des incursions militaires, des incursions d'OVNI, des incursions d'objets non identifiés sur les sites militaires, tu sais que ce dossier est très connu maintenant en France, hein, grâce au livre de Robert Salas et bon, hein, ça a été, il y a eu beaucoup d'échos, hein. Je crois qu'OVNI Direct a fait des articles aussi là-dessus. Enfin, on connaît bien ce dossier maintenant, Olivier. Tu es d'accord avec moi? Oui, bah oui, bien sûr qu'on le connaît. Voilà, sur les sites civils, hein, récemment en France, on parlait Hmm. des drones sur les centrales nucléaires et beaucoup. Moi, je n'ai pas d'opinion tranchée parce que c'est complexe, mais enfin, je sais que quand même il y a quand même de forts indices comme quoi ce qu'on appelle des drones d'amateurs, de plaisantins autour des centrales nucléaires qui sont passés il y a un an ne sont pas des drones privés ou d'amateurs, ce sont véritablement des objets non identifiés. C'était pas des petits engins, c'était des engins volumineux et qui ne peuvent absolument pas être pris par des drones achetés sur Amazon par des malins ou des organisations écologiques qui veulent embêter les services de sécurité des centrales, absolument pas. Ce sont Oui. vraisemblablement, comme je crois que tu as fait une émission avec Olivier Gabriel, non, sur ce sujet, hein, ou je sais pas si c'est avec lui que vous avez parlé de Ouais. ça, mais On a évoqué le sujet, c'est vrai, ouais. Ouais, dans l'émission de divulgation, on avait évoqué ce sujet des drones, des bien drovnis. sûr. Mais outre la France, les centrales nucléaires en France ou ailleurs, il y a les sites militaires aux États-Unis ou ailleurs. Bon, mais on sait, hein, depuis les années 60, les bases de missiles nucléaires ont été visitées, ont été désactivées, hein, comme tu le sais, minots, bases de minots, etc. Quantité d'autres bases. Et là, ben, on a un épisode comme cela aussi, un groupe d'Amérindiens qui sont affectés à une base et c'est un vaisseau qui s'est présenté. Toute la base a été en alerte. Euh, Malheureusement, les détachements de soldats donc se sont présentés à l'entrée de la base. Le vaisseau avait déjà pénétré à l'intérieur de la base. Une partie du vaisseau qui était gigantesque était déjà dans l'enceinte, dans l'intérieur du périmètre. Et à ce moment-là, malheureusement, un militaire a pété les plombs, comme on dit, s'est précipité avec son fusil mitrailleur vers l'engin et a voulu faire mine de, etc. Et il a été paralysé par un rayon lumineux. Et donc les témoins, c'est que l'homme est mort un ou 2 mois après de radiation. Voilà. Épisode pas joyeux du tout. Donc là, on n'est pas avec les Star People, hein. Et c'est un thème qui revient dans les témoignages, c'est que des gens qui sont accoutumés, habitués à la présence des Star People depuis longtemps, depuis les récits de leurs parents, de la génération antérieure, l'expérience qu'ils ont de Star People, n'est pas compatible avec ce type d'expérience, comme celle des mutilations animales qu'on a vues tout à l'heure, ou des enlèvements forcés, tu vois. Et ça, c'est en filigrane dans le livre. Olivier, c'est ça mon mot de conclusion, c'est-à-dire que pour les gens qui liront le livre Rencontre avec le peuple des étoiles, c'est un livre, je confirme qu'il y a beaucoup de succès. Il y a beaucoup d'avis positifs. J'ai vu très peu d'avis négatifs. J'ai parlé à pas mal de gens qui ont lu ce livre, des gens que j'ai vus personnellement ici ou ailleurs, à qui j'ai échangé au téléphone ou par mail.
C'est un livre qui touche beaucoup, qui a beaucoup d'impact. Je pense que c'est parce que il n'y a pas d'analyse de l'auteur, mais parce que ce sont des purs témoignages. Alors, les gens peuvent aimer le livre et ne pas forcément croire à tous ces témoignages, mais il y a l'accent de vérité du témoignage. Tu vois, quand l'auteur prend du retrait, prend du recul. Mais en l'occurrence, donc, un élément clé, c'est ça, c'est que chaque chapitre rapporte quantité d'interviews. L'auteur est en retrait et en même temps nous montre des témoignages conformes à la tradition des Star People, de ce que sont les Star People dans l'inconscient, dans la tradition amérindienne, et puis d'autres témoignages qui ne sont pas du tout du même type. Donc entre les lignes, implicitement, l'auteur nous invite à réfléchir sur cette question. Est-ce que les Star People, premièrement, bon, c'est vrai, sont peut-être vrais, c'est ce qu'elles croient en tout cas, mais n'y a-t-il pas aussi, s'ils sont toujours là, ou s'ils sont là, n'y a-t-il pas aussi d'autres visites, ou les visites qui sont plus connues, qu'on appelle aujourd'hui les grilles, comme les abductions ou autres, ou d'autres cultures plus hostiles, ne sont-elles pas également là et voilà, ne peut absolument pas être identifié, confondu avec les cultures qui étaient traditionnellement appelées par les Indiens Star People. Voilà, au peuple des étoiles ou ancestors ou gardiens. Très bien. Jean, merci d'avoir accepté mon invitation en tant qu'invité, alors qu'habituellement tu es l'un des traducteurs de l'émission, et je te dis à bientôt. Oui, merci Olivier, à bientôt et bonsoir à tous les auditeurs du Faux Conscience. Merci encore.